Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte, Jambier, 45 rue Poliveau. Et mon dîner de Contrebandier se compose de... Alistair, je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. Francis Weber, salaud de podcaster. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la traversée de Paris sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, la Dream Team. On va finir par jaser pour parler de ce chef-d'œuvre de 1956, réalisé par Claude Tonlara. Mais avant tout, un petit rappel, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner à la chaîne YouTube d'Abracadapod, comme ça se prononce, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff, avec des invités prestigieux et plein de surprises. Et maintenant, le résumé du film, le fameux pitch, comme si vous étiez un grand producteur belge une fois. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Dans un ascenseur entre deux étages. Tu t'appelles Martin. Martin, un brave homme au chômage, doit transporter 4 valises pleines de porc à travers le Paris de l'occupation. Le tambour s'est fait piquer. Son complice habituel ayant été arrêté par les Allemands, il est obligé de faire appel à un inconnu, Grand Gilles. Grand Gilles ! C'est moi. Un homme tout aussi imprévisible qu'il est incontrôlable. Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là, hein? Survivront-ils à leur périlleuse traversée de Paris? Vous le saurez en suivant leurs aventures dans Kinopod. On a choisi ce film aujourd'hui grâce à Alistair, une fois de plus, co-rédacteur en chef du grand magazine Schnock, dont le dernier numéro contient un extraordinaire dossier sur Bourvil. Alors, Alistair, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a eu un travail vraiment de recherche exceptionnel. J'ai adoré ce numéro. Et tu m'as dit un truc très intéressant, hors antenne, c'est que, avec toutes ces recherches, le personnage de Bourvil est tout aussi mystérieux pour toi qu'au départ de ta recherche. Et oui, c'est assez unique. Enfin, dans tous les personnages qu'on a, enfin les acteurs, les musiciens qu'on a abordés dans la revue, je crois que c'est celui qui me reste un peu encore. Il y a 2-3 zones d'ombre, mais ça fait partie, je pense, du personnage, quoi. Mais il ressemble par certains endroits de ce côté-là à De Funès, d'ailleurs. En tout cas, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. C'est surtout dans les interviews, en fait. Ils sont très ennuyeux. Et ils disent rien, ils disent rien, jamais. Donc, on ne sait pas. Et quand on fouille dans leur vie, c'est très calme, apparemment. Il n'y a rien qui ressort énormément. Vive la France, vive les Alliés. If you ask me, Flanagan, there's a lot of very peculiar blokes on this beach. Est-ce qu'il a ce côté clown triste qu'on peut voir chez des gens comme Steve Martin ou Jim Carrey qui en fait sont sinistres dans la vie? Ah non, je pense pas. Non, il a même pas ça. Ses fils racontent que c'était un père très marrant, exemplaire. Je l'entends encore me dire. Hippolyte, t'es un abruti. Hippolyte, t'es un vrai corneau. Et ça te faisait plaisir? Mais il me le disait si gentiment. C'est aussi une des rares vedettes de l'époque où je n'ai jamais lu une ligne de méchante contre lui en disant, contrairement à De Funès. J'ai fini, oui. Sur le tournage, il est comme ci, dans la vie, il était comme ça. Il y a un chauffeur à qui il n'a pas donné du pourboire. Enfin, Merci pour nos pauvres charcutiers en retraite. il y a rien, personne n'a jamais dit du mal de Bourvil, je pense. Vous m'avez été tout de suite sympathique. Donc c'est comme ça, c'est aussi très lisse et en même temps, vu que je suis toujours un peu tordu, je me dis il y a quelque chose derrière, mais il y a sans doute rien, donc ça sert à rien que je m'énerve. Oh non, je voulais juste vous serrer la main. Bon, merci. Ah, c'est intéressant. Un père exemplaire, ils ont de la chance, eux, les enfants de Bourvil. À propos, Francis, tu l'as connu, Bourvil, toi? Oui, je l'ai connu dans des circonstances un peu dramatiques parce que c'était pas très longtemps avant sa mort. Et je me souviens, j'ai dîné avec lui un soir à Nice, où il tournait L'Arbre de Noël, un film de Terence Young, avec un petit garçon qui avait une maladie très grave, mortelle. Comment, t'as pas envie de crier? J'ai un gosse de 10 ans qui n'a rien fait, qui est innocent, qui est en bonne santé, mais qui doit crever parce que le bon Dieu se fout pas mal de ce monde pourri qui... On a fait le bon Dieu! Bourvil, qui avait un cancer des os, je crois, les médecins ne le lui disaient pas. Et c'était un homme qui pensait qu'il avait de l'arthrose et il souffrait beaucoup. L'infirmière vous montrera quel comprimé il doit prendre et comment lui faire les piqûres. Et tout à coup, il me dit, en sortant de ce restaurant, je me rappelle,
Il me dit, c'est marrant, tu vois, dans l'Arbre de Noël, je joue un rôle en face d'un enfant qui a un cancer. Je suis content de te voir, tu sais. Et j'ai les mêmes médicaments que lui. Et là, ça m'a touché, comme tu peux imaginer, tu vois. Et j'ai un autre souvenir de lui, c'est qu'on voulait lui proposer L'Emmerdeur au théâtre. Il avait accepté, mais il était déjà quasiment trop malade pour supporter des mois et des mois de scène, tu vois. Et je lui ai lu la pièce. Ça s'est passé avant qu'il l'accepte, bien évidemment, dans les bureaux du producteur. Et je me souviens, il a déjeuné, on est monté par l'escalier, c'était au 2e, et au 1er étage, il y avait Sonotone, tu sais, les fabrications pour les sourds, là. Et j'ai dit à Bourvil, il faudrait marquer frapper fort sur la porte. Et ça avait fait rire, tu vois. On arrive dans le bureau du producteur, je commence à lire L'Emmerdeur, il s'endort. il était extrêmement fatigué, tu vois. Mais c'était un type délicieux. Ne quitte pas. Qu'est-ce que tu fais comme ça, petit voyou? Si je te reprends, tu vas voir. Alistair a raison de dire que tu entends personne dire de Bourvil, il était embêtant sur un plateau, il était ceci, il était cela. Il était adorable. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs dans Schnock, dans le magazine, quand on voit les interviews aussi bien des enfants que de tous les gens que vous avez contactés pour le numéro. Il a l'air vraiment extrêmement sympathique. C'est ça qui est formidable. C'est quand vos héros sont aussi des gens bien, ça fait plaisir, quoi. Eh oui. C'est surtout rare. Parce que les acteurs ont une réputation de caractériel, c'est pas toujours faux. Hein, moi, j'en ai croisé quelques-uns. Tu peux te parler d'eux si tu veux. Plus tard dans l'émission, mais pour l'instant on va revenir au film. Alors moi je m'apprêtais à faire la genèse du film comme d'habitude, mais vu le travail extraordinaire de journalistique que tu as fait, Alistair, tu peux nous parler un peu des origines du film, de comment il a pris vie en fait. Tout part de la nouvelle de Marcel Aimé qui sort à la fin des années 40 dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Le Vin de Paris, que j'ai. À l'intérieur, il y a une nouvelle de 45 pages qui s'appelle donc La Traversée de Paris, qui est immédiatement cooptée par Claude Autant-Lara, qui est à l'époque un des grands réalisateurs français, qui met du temps à se faire en fait. Il est accompagné de ses scénaristes habituels Orange et Bost, mais il y a beaucoup de projets, ils savent pas qui prendre en casting, voilà, donc 47, 48, 49. Autant-Lara fait d'autres films et arrive un film qui s'appelle Marguerite de la nuit en 55 avec Yves Montand et Michel Morgan, qui est un bid monumental pour Autant-Lara, qui est à l'époque un réalisateur super bankable, donc c'est terrible pour lui. Donc il faut absolument qu'il se rattrape, et il ressort donc sa traversée de Paris. Mais pourquoi vous me proposez ça à moi? Avec un nouveau casting cette fois-ci, enfin un casting plus défini, où il y a Gabin, Bourvil et De Funès. Bon, monsieur, vous le connaissez? Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, Francis, tu sais que Marcel Aimé était complètement opposé au casting de Bourvil. Il avait eu l'expérience de Bourvil sur le Passe-Muraille. Et il trouvait que son personnage de Martin, qui était beaucoup plus jeune dans la nouvelle, on va parler des différences entre la nouvelle et le film, c'était pas du tout le personnage. Et il a fait un truc étonnant, c'est qu'après avoir vu le film, il a pris une pleine page dans un magazine ou dans un journal pour dire, dans Schnock, pour dire en fait qu'il trouvait Bourvil extraordinaire et c'était la meilleure adaptation d'un de ses films à l'écran. Et ça me rappelle ce qu'avait fait Anne Rice avec Tom Cruise, où elle avait chié sur Tom Cruise au moment de l'interview with the Vampire, et après avait pris une double page dans Variety pour dire que c'était un grand acteur et qu'il était exceptionnel en Vampire Lestat. Donc ils peuvent se planter aussi. Hein. Est-ce que je peux vous parler maintenant du film en tant que scénariste moi-même, hein? Tu parles. C'est un rêve de scénariste d'avoir la nouvelle de Marcel Aimé. Un rêve, il y a tout dedans, sauf à la fin. Martin! Évidemment, on ne pouvait pas tuer Bourvil, et Orange et Bost, qui étaient des bons scénaristes. Non, et tuer Gabin aussi. Bourvil, Martin, c'est Bourvil qui est poignardé, oui. Voilà. Il ne pouvait pas le faire. Donc, ils ont trouvé cette idée marrante qui est toujours dans les valises. Alors, Martin, toujours les valises? Ah oui, celle des autres. Et sinon, c'est fantastique. Au revoir! Au revoir! Tout est dans la nouvelle. C'est un rêve de scénariste, tu te rends compte? Et le salaud de pauvre et tout ça. Salaud de pauvre. Employé à Louvain jusqu'en 1937. Condamnation, néant. Situation militaire. Suffit, là, c'est déjà trop! Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout. Tu l'as évidemment lu, et beaucoup lu, toi, Alistair.
C'est extraordinaire d'avoir un type qui vous tend une courte échelle pareille pour écrire un scénario. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Et Marcel Aimé étant un de mes auteurs préférés, qui traverse une espèce de purgatoire maintenant, mais d'après moi, c'est un des plus grands auteurs français de ces quelques années, de ces quelques décennies, tu vois. C'est dommage parce que un homme qui a écrit La Vouivre, Uranus, Travelling, La table aux crevés, La jument verte, mais c'était un immense auteur. La belle image, et oui, puis La rue sans nom, et puis Les jumeaux du diable, enfin et en plus un grand homme de théâtre. C'est lui qui, je crois, a fait Claire en barre et La tête des autres. Ouais. Donc Marcel Aimé, ça valait la peine d'insister un peu sur lui parce qu'il a servi à Autant-Lara, à Orange et à Bost, mais un film sur un plateau d'or. J'avais compris, peintre. Comme ça, moi? Non, peintre. Comme ça, quoi. En fait, ce qui est intéressant en termes de différence entre la nouvelle et le film, c'est effectivement, donc on a dit, il le tuait et il se faisait reconnaître par une peinture que faisait Grand Gilles de lui par les flics, si tu veux, mais ça se passait un petit peu pendant une nuit, donc c'était pas très crédible. Et ce que je voulais te demander, Francis, est-ce que parfois on peut considérer un scénario adapté par des grands scénaristes comme Orange et Bost d'un livre, est-ce qu'on peut considérer ça comme une nouvelle mouture? Parce que certains disent que le Shining est mieux encore que le livre, ou surtout Les Dents de la Mer ou Le Parrain, par exemple. Moi, je pense pas que c'est au niveau du scénario que ça se passe, là. Je pense que c'est au niveau du casting. C'est-à-dire, quand j'ai entendu Alistair dire les trois noms, Gabin, Bourvil, De Funès, je me suis dit, oh la vache, mais quel miracle! C'est vrai que De Funès était un peu à ses débuts à ce moment-là, hein, enfin, au cinéma en tout cas. Mais avoir ce couple... D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui m'a frappé, hein, c'est que la traversée de Paris, il y a un point commun avec La Chèvre, c'est que l'imbécile des deux se prend pour le patron. Oh, toi maintenant, ferme-la, hein. Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Monsieur Benz a pourtant bien défini les rôles. Je fais l'enquête et vous êtes mon assistant. Allez, en route. Allez, roulez. Et c'est vrai que c'est très parent, les deux. C'est-à-dire, tu as un idiot qui ne le sait pas, qui dirige un type qui est son vrai patron. Je lui casse la gueule. Je vais vous casser la gueule, Campana. Ah, puis les flics m'embarqueront s'ils veulent, mais tu vas l'avoir, ta correction. Défendez-vous. Faites pas l'idiot, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Tiens. Ça va maintenant, calmez-vous. Et qui est un costaud, comme Gabin ou comme Depardieu, effectivement. Et surtout, je veux dire, il y a une chose insolente dans la traversée de Paris, c'est que ce type qui est riche, qui est célèbre, et qui n'a rien à perdre, parce que si les flics l'arrêtent, il risque rien, promène ce malheureux qui, lui, crève la faim littéralement avec des kilos de porc dans des valises, tu vois. Il le promène en se foutant de sa gueule. T'as qu'à t'établir à ton compte. Bonne idée. Et l'argent pour s'établir, c'est toi qui me le donneras? Mais qu'est-ce que t'as, mon petit bonhomme, etc. Bon. Si tu veux bouler, hein. Et ça, alors, c'est d'un cynisme absolu. Il a le droit de traiter des misérables qui sont dans un café comme ça, avec les vitres bleuies à cause de la DCA. Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sûre et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Il a le droit de les traiter de salauds de pauvres. Essaye de faire ça à notre époque maintenant. Tu verrais la révolte des pauvres, comme on dit. C'est incroyable, le courage qu'il y a dans ce film et le cynisme qu'il y a dans ce film en même temps. Alors, il y a un truc qui est une des différences avec la nouvelle, et notamment cette différence de classe. Dans la nouvelle, c'est un détail, mais qui est pas repris dans le film. C'est intéressant d'ailleurs. Dans la nouvelle, Martin est obsédé parce qu'il remarque que Grand Gilles a des dents en or. Moi, il me fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après? Et si c'était un flic, hein? Il comprend tout de suite qu'ils sont pas de la même classe sociale. C'est fou. Ah, dis donc, t'es pas dans la mendicité? J'ai jamais dit ça. Dans le film, jusqu'à ce que on arrive chez Gabin, en fait, et qu'on se rende compte de qui c'est vraiment, un peintre connu. Alors, pour tout ce qui est spoilage, hein, les gens, faut pas regarder, mais ça, ils sont pas en train de le regarder. Mais... Dans le film, il faut attendre ce moment-là, mais dans la nouvelle, dès le début, c'est une lutte de classe, en fait. Et c'est là où le scénario d'Orange et Bost est intéressant, c'est qu'il est hyper fidèle à la nouvelle, mais il saupoudre de façon différente les informations. C'est de l'intelligence, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire que la nouvelle de Marcel Aimé est mal construite, mais ce petit changement de construction
de la part d'Orange et Bost est vraiment intelligent parce que ça le met toujours en position de se croire le patron Bourvil, parce que les dents en or ne l'empêchent pas de se poser des questions à ce moment-là, tu vois. Ouais. Ah non, c'est bien, c'est intéressant tout ça. Mais enfin, moi je te dis, on m'apporterait une nouvelle comme ça pour faire un film, je passerais pas un an pour faire le scénario, hein. C'est tellement fantastique. Ah non, c'est Cela vrai. dit, il rajoute une énorme section qu'il n'y a pas dans la nouvelle, c'est la section à la commande d'entour, à la fin. Il y a là une grande quantité de cochons. J'ai beaucoup d'amis. Peut-être lui aussi. Il a beaucoup d'amis. Ouais. Qui n'existe pas du tout dans la nouvelle, hein, avec l'officier allemand lettré qui admire le peintre Gabin et tout ça, et la fin où on les sépare parce qu'il y en a un qui va au poteau et l'autre qui reste, machin, ça n'existe pas du tout dans la nouvelle. Donc, C'est vrai. il y a une énorme initiative prise là qui est au-delà de l'adaptation, qui est quasiment de la création. Oui, mais je te dirais moi que c'est contenu dans la nouvelle une possibilité de fin différente, tellement la nouvelle est bonne. Ouais. Parce que tu as des trucs où on t'amène une nouvelle comme ça et tu sais pas très bien comment tu vas la commencer ni la finir. Là, c'est à partir du moment où tu décides de ne plus tuer Gabin, hein, ce qui était normal de la part de Bourvil, de tout à coup se rendre compte qu'il a été baladé comme ça. Vous voulez un porteur, monsieur? Oui. Porteur! Mais moi, je préfère la fin où on lui dit alors toujours dans les valises, oui, mais celle des autres. Oui, je trouve ça ça laisse sur une note un peu plus optimiste que d'avoir que finir sur un crime de l'un avec l'autre. Les deux. Comme tu disais, c'est une buddy story comme les tiennes. On dîne ensemble? Ça, dîner, on peut toujours. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Ou comme celle de Billy Wilder, et que c'est dommage effectivement qu'un des deux protagonistes tue l'autre. On peut pas savoir ça, je veux dire, parce que de toute façon, le film est fait comme ça, c'est un de mes meilleurs films pour moi, tu vois, hein. Ouais. J'ai des films de référence comme ça, par exemple, je peux revoir Rio Bravo en western plusieurs fois. Je peux revoir La Traversée de Paris plusieurs fois. C'est des films de référence, hein. Mais s'il avait tué Gabin, ça aurait fait un film plus dramatique, que ça aurait fait un film quand même, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que tout d'un coup, La ça finité, il y a parce que l'autre fin possible, c'est Bourvil qui monte dans le camion allemand et qui va se faire fusiller. Et tout le monde croit, quand il y a le noir après, que le film est fini, en fait. Donc, c'est vrai. Mais je savais pas que le passage, parce que moi j'ai pas lu la nouvelle, contrairement à vous, je ne lis pas, je ne lis jamais. Mais non, le passage même avec le doigt, tu devrais essayer comme ça. Tu suis les lignes. Il se mit à rire méchamment en regardant la petite chèvre blanche. Non, mais il n'y a pas eu de jeu vidéo, donc j'ai pas pu me plonger dedans. Mais c'est vrai que le passage à la commande en tour m'a fait penser à la grande illusion, tu sais, le rapport tout d'un coup entre Freinet et von Stroheim. Enchanté de vous revoir, Bouldieu. Ces deux types se respectent alors qu'ils sont pas dans le même camp, si tu veux. Bouldieu! Bouldieu! Écoutez! Je vous prie, retournez. Revenez, Boieldieu. Ouais. Bouldieu! Vous allez vous rompre le cou. Mais vous saviez qui était casté à une époque dans le rôle de Martin, parce qu'effectivement, donc Bourvil n'était pas le premier choix, et surtout pas en 49. Ils avaient pensé à un personnage dont nous avons beaucoup parlé dans la dernière émission. Entrez. Bernard Blier. Je vous dérange? Et en fait, entre-temps, ils disent qu'il a beaucoup grossi et il est devenu une espèce de bourgeois cossu et il a changé d'emploi, donc c'était plus du tout Martin, si tu veux. C'est un tellement bon acteur, Blier, qu'il l'aurait fait aussi. Ouais. Simplement, Bourvil avait la naïveté, tu vois. C'est marrant parce que c'est un paysan normand, Bourvil, naïf et madré en même temps. Vous allez toucher la récompense de 100 millions pour le Yukon Kun. Ah ben, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Je crois que je te l'ai raconté, mais j'y pense à cause de Bourvil. Je crois qu'il était normand, Bourvil, hein. Oui, comme Gabin d'ailleurs aussi. Comme Gabin, oui. Et l'histoire, je te l'ai racontée, mais je la fais très vite. Mon père est allé chez un copain dentiste. Et le dentiste avait des râteliers. Tu te rappelles pas de cette histoire, non? Et le dentiste disait, il montre 3 râteliers à mon père. Il dit, ce râtelier, c'est tel prix, c'est pour les gens les plus ordinaires. Celui-là, c'est un râtelier un peu plus cher. Et celui-là, alors il ouvre une boîte comme un bijou, tu vois, avec du papier soie, etc. Il montre un râtelier qui est hors de prix. Et mon père dit, mais pourquoi il est si cher, celui-là? Il ouvre le râtelier, il y a une petite croix en or dedans, ou en plaqué or plutôt, parce que le dentiste était malin. Et il dit, ça c'est le râtelier Monseigneur. Et je dis aux paysans normands que c'est le râtelier de l'évêque. Et les gens l'achètent.
ce qui est fantastique, écoute. Eh ben, Bourvil était capable de ce genre de choses, tu vois, avec ce côté comme ça. Ben alors, quoi, je suis pas bête, non? Tu vois ce côté-là, hein? Ah, bonne imitation, putain. Il y a un truc qui m'a intéressé dans le dernier Schnock, c'est la partie Bourvil séducteur, Bourvil avec les femmes. Ça, si tu peux nous parler un peu de ça. Il plaisait beaucoup aux femmes. Ce sera peut-être notre ligne noce quand on se mariera. T'épouser un bouseux comme toi? Non mais tu m'as pas regardé. Bien sûr, mais je l'ai trouvé assez séduisant dans le film. Il avait quelque chose, il est costaud d'abord, et puis il a du charme, vraiment. Mais tu sais, on dit que faire rire les femmes, c'est la moitié du chemin de fait. Et Richard Berry, avec qui je travaillais, m'a dit, oui, il faut faire l'autre moitié aussi. Mais enfin, je te laisse parler, pardon. Non, mais c'est vrai que son rapport, moi, c'est pour ça que j'ai commandé, entre guillemets, cet article. C'est écrit par une fille qui s'appelle Clara Laurent, et qui a très bien vu son potentiel séducteur, en fait, derrière le côté parfois un peu abruti, en tout cas un peu naïf. Justement, je voulais vous dire... Mais ça évolue aussi avec les années, quoi. Il commence vraiment très très bas dans la caricature du paysan normand. Madré, hein. C'est vraiment le crétin avec le pantalon. L'idiot du village, quasiment. Ouais. Les cheveux en épi, là. Page 89, la chèvre de Monsieur Seguin. Et après, ça commence évidemment à devenir plus compliqué. Et c'est vrai qu'entre l'humour, il a aussi un côté qui est... elle le dit très bien, Clara, d'ailleurs, qui est très moderne, parce qu'il n'a pas du tout le côté viril aujourd'hui, un peu, qui est inquiétant, tout ça. Il n'a pas le côté hyper masculin qu'on non, c'est vrai, c'est pas un peu aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui fait que c'est un homme un peu enfant aussi. Voilà. Mes enfants, vous connaissez tous Hippolyte. Il vient travailler avec vous à partir d'aujourd'hui. Mais tu remarqueras une chose, c'est que les grands comiques, on n'imagine pas qu'ils ont une sexualité. Quand tu vois Chaplin, c'est un jouet. C'est extraordinaire. Or, il a quand même été obligé de fuir en Suisse parce qu'il aimait trop les filles très jeunes. Il y a un autre truc que disent les gens aussi, c'est clair de rien, et il y a 2-3 témoignages à ce sujet. Bourvil était costaud. Jolie force! C'est à moi que vous parlez? Rien dit de mal. Oui. Ouais. Et je crois qu'il a fait un peu mal à Lino Ventura sur le tournage des Aventuriers lors d'une bagarre. Le truc a l'air complètement... Non, c'est pas les grandes gueules. C'est pas sur les grandes gueules. Et qu'est-ce que j'ai dit, excuse-moi? Les Aventuriers. Ah, les grandes gueules, évidemment. Excusez-moi. Mais ça se voit, il est costaud, il a des bras, effectivement, il coupe du bois et tout, et il est très crédible en bûcheron. Et dans Les Misérables, je crois qu'il y a une scène avec Gabin où il le menace d'un fer. Tu vas nous la donner bien gentiment, cette adresse. Et quand nous l'aurons, nous irons chercher ta belle demoiselle. Et sur le tournage, le Gabin lui a dit calme-toi, André. Le André, calme-toi. Et on est en train de tourner là. C'est intéressant parce qu'effectivement c'était la première collaboration entre Bourvil et Gabin sur La Traversée de Paris, mais ils ont fait plusieurs films ensemble, comme tu le dis, Alistair. Papa, tu as connu Gabin ou pas? Je l'ai connu à travers Lino Ventura, qui était son grand fan. Ouais. Et ce que raconte Ventura de Gabin est irrésistible. Mais je l'ai connu aussi à travers, quand il tournait Les Misérables, à travers Daniel Delorme, parce que je faisais le film d'Yves Robert, Le Grand Blond avec une chaussure noire. C'est un cauchemar, Gabin. Il était au studio de Boulogne, je crois, ou de Billancourt à l'époque, et il avait réquisitionné tout le premier étage où il y avait les loges parce qu'il voulait garder les toilettes pour lui. Et tout le monde était obligé d'aller aux toilettes dans la cour. Et ça, il disait tout le temps, parce qu'il arrivait comme ça, parce que c'était un bouffeur effroyable. Il bouffait tout le temps. Son fils, à qui on a demandé « Mais comment est-il mort ?» dans une interview récemment, a répondu « Il a explosé. Il mangeait... Il mangeait 2 plats en sauce par jour, dit son fils. Un navarin d'agneau le matin et un bœuf bourguignon dans la soirée, tu vois. Donc il a explosé et il le supportait assez mal dans la journée parce que il n'arrêtait pas de dire « j'ai mal au burlingue, j'ai mal au burlingue », tu vois. Et il paraît qu'on frappait au premier étage pour aller le voir dans la loge et on entendait, c'est une anecdote que j'ai entendue où il disait « je débourre ». Immonde. Quelle horreur. Mais il était, tu sais il y a beaucoup de scénaristes ou de dialoguistes qui ont piqué ces expressions.
Pierre Mondy m'a raconté, à un moment donné, il tournait dans je ne sais quel film, et ils étaient dans une voiture décapotable avec un canon à eau qui envoyait une averse effroyable sur la voiture. Et ils devaient donc, ils peuvent pas recapoter, s'asseoir dans la voiture avec la pluie qui tombait à seau. Première prise, il s'assoit, tu as Gabin qui se pose son gros derrière sur le cuir du fauteuil, ça fait comme ça, tu sais. Alors, il commence à dire, oui, ça va pas être facile, hein. Et alors, on en refait une, et à la fin, Gabin s'assoit comme ça, et il dit simplement, ces cons-là, ils vont me coller des champignons dans le faubourg. Bon. Et ça, c'est du dialogue Gabin. Le drapeau noir flotte sur la marmite, qui était le titre d'un film d'Audiard. Excuse-moi, j'ai le chat de Gabin dans la gorge, là. C'était une expression de Gabin aussi. Vous avez fait un numéro sur Gabin avec Schnock ou pas encore? Oui. Si. Ah ouais, fantastique, ouais. Ah ouais, bien sûr. Là, c'est bien, t'as les trois derrière toi. T'as Bourvil, Gabin et De Funès. C'est extraordinaire. Avant qu'on parle un peu de Funès, parce qu'il est extraordinaire dans le film, c'est quand même c'est un moment où il deviendrait une star, il serait tout d'un coup dans l'inconscient collectif. Papa, tu peux nous raconter l'anecdote sur Gabin avec Otton-Lara et la sorcellerie? Ah oui, bien sûr. Ventura qui était quand même très ramenard, il avait toujours raison, etc., tu vois, avait un type qui l'intimidait, c'était Gabin. Et il y avait de quoi. Et un jour, Gabin l'invite chez lui, en Seine-et-Marne, et ils sont installés devant une cheminée tous les deux, et Gabin est morose. Et Gabin, dans la vie, déjà, était plus que morose, mais morose plus morose, ça donne un Gabin fermé totalement, tu vois. Et Ventura, comme un petit garçon, pour la première fois, il dit, mais ça va pas bien, Jean? Et l'autre répond, tu sais, où il y a le plus de sorcellerie en France? Ventura dit non. Ici, en Seine-et-Marne. Quand le fils Filippo, le soir de sa nuit de noces, s'est retrouvé enfermé dans les water et n'a pas pu sortir. Sorcellerie. Quand la mère Lavandou s'est retrouvée avec 10 vaches mortes dans son pré. Sorcellerie. Et c'est très facile, tu sais, la sorcellerie, hein. Tu prends une photo du type ou de la femme que tu veux marabouter, tu plantes une épingle sur sa tête, et tu prends une de ces mèches de cheveux que tu enroules autour de la photo. Ah oui, dit Ventura, comme un enfant, comme ça. Et Gabin dit, et ce con d'Otton-Lara est chauve, parce qu'il en voulait Otton-Lara, il pouvait pas lui prendre une mèche de... C'est très drôle. Vous êtes sûr de lui? Absolument, et en plus je lui ai rien dit. Il sait même pas où on est. C'est mieux ça. Alors revenez, vous! Mais parlons un petit peu de Funès. Donc il a 44 ans dans le film. Il réussit très tard, un petit peu comme Anthony Hopkins avec Le Silence des agneaux. Tout d'un coup, il devient une star très tard. Il n'a pas encore réussi en 56. Hein. Il réussit 8 ans vraiment après, quoi. Hein. C'est ça, avant d'être lead. Ouais, il faut 8 ans avant qu'il soit lead, effectivement. Et je crois que son premier... Tu sais quel est son premier rôle? Moi, non. Alistair, je crois que c'est un film qui s'appelle Ni vu ni connu. 54. Ah non, mais pas son premier rôle, mais son premier grand. Premier lead, première ah fois. Ouais, son premier lead, ok, ouais, Ni vu ni connu, ouais, ok, ouais. 54. Et il y a également un film que je ne connaissais pas qui s'appelle Taxi, Roulotte et Corrida. Tu connais ça? C'est pas grave, tu peux passer, tu peux. Mais il est aussi marquant dans le film que Nicholson dans Easy Rider. Tout d'un coup, c'est un mec qui a très peu de scènes et qui vole le film avec ses scènes. J'avais oublié qu'on le voyait. Il y a deux scènes et 10 minutes. C'est ça. Alors que moi, j'avais oublié qu'on le voyait au départ, en fait. Je croyais qu'il y avait juste la scène Jambier que tout le monde connaît. Est-ce qu'elle est dans le livre, cette scène, bien sûr? Je vous demande à vous. C'est une des scènes qui est quasiment mot pour mot dans le livre. Voilà ce que je disais, oui. Mais De Funès, je le connaissais, j'ai déjeuné avec lui, il voulait que j'écrive pour lui. C'est un personnage étrange parce que c'est pas du tout l'image qu'on avait dans les films. C'est un type élégant, avec de très beaux yeux. Et j'en parle parce que sa femme se plaignait tout le temps que les chefs opérateurs ne dégageaient pas le côté bleu des yeux de De Funès. Elle disait, ils avaient toujours les yeux noirs, sa femme, qui emmerdait tout le monde d'ailleurs, parce que je crois qu'elle l'a tué d'une certaine manière. Elle lui demandait, avant de jouer Oscar sur scène, de manger 6 sucres. Mangez! Pour avoir de l'énergie. Inutile de dire que pour les artères, c'est pas terrible tout ça, hein. C'est même très mauvais. Toujours est-il donc que je déjeune avec lui, et on commence à bavarder, il m'a donné une leçon de scénario.
Il m'a dit, tu vois, quand tu écris une scène, retire la dernière réplique de la scène. Et je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que tu fermes une porte. Alors, à moins que ce soit un punchline, c'est-à-dire que ce soit une réplique dans le genre personne n'est parfait. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Quand tu retires la dernière réplique, tu laisses la scène ouverte et tu passes à la scène suivante. C'est intéressant d'avoir un comique comme De Funès à table, à la maison du Danemark à Paris, tu vois, en train de te donner une leçon de scénario. Et c'était un homme sage, timide, et pas du tout le côté qu'on connaît, tu vois, pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait aimé dans ton travail, précisément, Francis, pour Il que vous aimait vous mes films, il aimait mes films, c'est-à-dire, tu sais... C'est même pas présenté. Je suis François Perrin. François Perrin. François Perrin. François Perrin. Les gens qui ont vu le jouet La Chèvre, les Compères et les Fugitifs se sont rendus compte que je n'étais pas un très mauvais scénariste, tu vois. Non, mais il m'a dit, je trouve que ce que vous faites est formidable. Et moi, malheureusement, j'ai un peu parlé de tout ça dans beaucoup d'interviews, mais j'ai pas voulu travailler pour lui. Je le disais d'ailleurs dans un de tes podcasts, parce que il tue ton texte. Alors, mon beau Gerbert, ça va? Ça va. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Aïe, difficile ça, hein, mais ça va venir. C'est-à-dire que tu as un homme qui, par son corporel, son body language, comme on dit, tu vois, fait qu'on n'écoute pas ton dialogue, on le regarde, lui. Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. C'est drôle, ça me fait penser à une chose qui est un à-propos, simplement. Quelqu'un m'a dit que Béard était allé proposer ses chansons à... C'est peut-être toi, Alistair, qui m'a dit ça, non? À Chevalier, à Maurice Chevalier. Et on peut dire une chose, c'est que ou Aznavour ou Béard, ils avaient du talent tous les deux comme paroliers, tu vois. Et Chevalier lit la chanson et dit ah non, je peux pas la prendre, elle est trop bonne. Alors tu as le parolier qui se dit qu'est-ce qu'il raconte, et tu as Chevalier qui dit quand je chante une chanson, il faut que je sois devant la chanson, pas que la chanson soit devant moi. Et j'ai compris pourquoi il chante « Avez-vous vu le joli papote de Zozo ?» Parce que, évidemment, là, c'est lui qui est devant la chanson. « Ma pomme », etc. Tous ces trucs-là, t'as pas besoin d'avoir derrière les feuilles mortes, tu vois. C'est formidable. Et alors, c'est marrant que tu cites les feuilles mortes parce que Yves Montand était un peu comme ça. Je sais qu'Yves Montand est passé à côté de Léo Ferré, Gainsbourg, Barbara, enfin, tout ça est refusé parce que Yves, il pouvait pas, il avait pas sa place, c'était trop, voilà. Le grand panda qui chante maintenant. Hé, là-haut, là. Je te pose une question, parce que je prends l'habitude de te poser des questions maintenant, je t'interviewe tout le temps, mais je te pose une question. Toi, si on te donne une très belle chanson, est-ce que tu diras, celle-là, non, je peux pas parce que les paroles sont trop bonnes? Alors moi, je suis pas pareil que Yves Montand et Maurice Chevalier, je suis auteur aussi, donc. C'est vrai, mais je peux comprendre, même si ça amène à faire des erreurs artistiques, voire professionnelles, que un mec comme Chevalier à l'époque se dise ouais, mais c'est pas mon. En fait, ce qu'il veut dire, c'est pas son univers et que ça va le cannibaliser lui, quoi. Je comprends aussi, mais je suis toujours surpris quand on refuse la qualité, moi. Ah ouais. Surpris. Je comprends, si tu veux, pourquoi ces personnages qui étaient alors d'un égocentrisme extraordinaire considéraient que tout venait d'eux. Ce qui fait que quand on leur apporte tout à coup une hotte de Père Noël à mettre sur leur dos, ils disent non, c'est moi le Père Noël. C'est un peu ça, hein. Et mais ouais. Ça surtout là, pour revenir à De Funès, quand tu le rencontres, c'est déjà le De Funès, donc des années 70, j'imagine, qui a un peu tout fait et qui est certainement rentré dans son truc automatique, encore plus body language que d'habitude. Enfin, il n'y a plus que ça quasiment. Donc c'est compliqué pour toi de lui proposer sans doute des. C'est pas moi qui lui proposais. C'est pas moi qui lui proposais, c'est lui qui le demandait parce qu'il a joué, comme je le disais dans un autre podcast, je crois, il a joué la valse des toréadors d'Anouilh. Et Anouilh, il l'a choisi pourquoi? Parce qu'il voulait un grand auteur dans sa filmographie ou dans son travail d'acteur. Et il a foutu en l'air la pièce d'Anouilh. Moi, je l'ai vu. C'est un truc incroyable parce que
il racontait, je peux le raconter ça, oui, l'histoire du Moi, je ne la renard. connais pas, donc oui. D'accord, alors, il y a un moment donné, tu as De Funès qui jouait par rapport à un jeune homme un rôle d'éducateur, et il lui racontait l'histoire de cet enfant Sparte, ou Spartiate, je ne sais pas comment on dit, qui vole un renard dans un marché, le cache dans sa tunique, et il est accusé d'être un petit voleur. Et en fait, comme c'est un Spartiate, il ne dit pas, il nie qu'il a volé. Pendant ça, le renard lui dévore le foie et il meurt. Bon, c'est pas particulièrement une histoire très drôle. Eh ben, les gens pleuraient de rire. Pourquoi? Parce que De Funès dit au jeune homme qu'il est supposé éduquer, je vais te raconter l'histoire de l'enfant Spartiate. Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau. Et il se met à marcher sur scène. Et Groucho Marx à côté, c'est ridicule, tellement il est drôle, lui. Je mets mes bottes. Et les gens commencent à pleurer de rire. Et à partir de ce moment-là, il dit, il lui mange le foie. Et tout le monde, c'est quand même extraordinaire, non? C'est une nature comique, effectivement, et on peut pas lutter contre ça, mais je regrette qu'il n'ait pas eu un film sérieux, un film où il joue un personnage comme a fait Peter Sellers, tu sais, dans Bienvenue Mr. Chance, où tout d'un coup, il montre cette face plus sombre de sa personnalité. Et d'une certaine manière, un de ses meilleurs rôles, bien qu'épisodique, c'est La Traversée de Paris. Parce que c'est un type qui, là, ne joue pas sur son nez comme dans Oscar. Tire pas ton nez quand tu vas avoir un nez comme ça. Je te l'ai déjà dit. Mais il joue sur le fait qu'on est en train de transpercer des sacs de patates et de lentilles et qu'il est en train de perdre de son chiffre d'affaires, tu vois. Hein. Et il risque sa vie aussi. Ah, pardon, moitié pour tout, et pour les risques aussi. Il risque d'être arrêté. Et Gabin ne l'aime pas sur le plateau, parce qu'il trouve qu'il en fait trop. Et oui, il en fait trop, et au bout de quelques prises, Gabin dit il va continuer à faire sa moulinette, il dit. Donc, il est longtemps. Donc déjà, ils n'ont jamais tourné ensemble à l'époque, donc ils ne se connaissent pas, alors que Bourvil et De Funès ont joué dans un film qui s'appelle, je ne sais plus comment, Poisson d'avril. Pour le premier, on peut dire que j'ai de la chance. Hein. Ah, bravo. Attendez. Mais vous plaisantez? Ouais. Un chef-d'œuvre inoubliable, évidemment. Et il a dû faire une apparition dans Le blé en herbe d'Autant Lara. Donc, ils se connaissent, là, les trois. Mais Gabin ne connaît pas De Funès, ouais. Mais avec le tatoué, il le jouait avec qui? C'est plus tard, il est vieux. Ah, mais ils ont fait Le Gentleman d'Epsom aussi ensemble. Ne faites pas cette tête-là, mon vieux, vous devriez comprendre. Ne faites pas attention, mon commandant, c'est mon côté affectif. Quand les gens me plaisent, j'aimerais leur plaire aussi. Et papa, tu sais qu'il y a parfois deux carrières comme ça, deux époques dans une carrière d'acteur, et Gabin est passé donc de ce jeune homme très séduisant. On a vu, je t'ai montré les images de La Belle Équipe où il chante en plan séquence quand on se promène au bord de l'eau. L'odeur des fleurs nous met à l'envers et le bonheur nous souffle. Et tout d'un coup, là, il commence à être plus lourd, il passe un cap, mais il est encore séduisant. Est-ce que c'est ce moment où il passe le cap, justement, la traversée de Paris? Je peux vous cacher. Il n'y a que des gens bien dans la maison. Et il entre dans ce Gabin plus lourd, avec les cheveux blancs, parce qu'après, ce serait son personnage, comme Russell Crowe aujourd'hui, quoi, qui est devenu... C'est-à-dire qu'avant, il mangeait qu'un plat en sauce, et là, il s'est mis à manger 2 plats en sauce. Parce que je sais que il était encore beau d'en toucher pas au Grisby. Où tu vas? Je vais me jouer mon nez. Parce qu'il avait un costume. Et le costume, ça te trahit si jamais tu manges 2 plats en sauce. Et il avait un costume très bien coupé. Je crois que c'est là qu'il y avait une femme qui lui disait, pendant qu'il était dans le salon et qu'elle était dans sa chambre, « Vous m'aimez, Max? Max, vous m'aimez ?» Et il répondait, « J'arrive. » J'arrive. Tu vois, je débourre. Oh non, calme-toi. Mais moi, je trouve que La Traversée de Paris, pour revenir à notre film, c'est un film quand même qui est très couillu, surtout à l'époque, en 49, quand il commence à travailler dessus, c'est-à-dire 5 ans après la guerre, tu vois. Et ça m'a fait penser presque à un film comme Lacombe Lucien dans la violence. Et je voulais te demander à papa, ces films comme le Dictateur, ou ces films qui ont un fond très dramatique comme To Be or Not To Be et qui font des comédies à l'arrivée, parce que La Traversée de Paris est très drôle aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu l'as fait avec L'Emmerdeur, t'as quand même un dépressif et un tueur. Oui, c'est déjà pas mal, je veux dire. Dans le genre comique, un type qui veut se suicider, un type qui a un crime à commettre,
On peut se dire que ça peut pas donner vraiment un film comique, tu vois. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Le fond de tarte dramatique avec la crème comique dessus. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ouais. Ça peut être raté comme La vie est belle de Benigni. Ouais, il y a des gens qui considèrent que c'est un très bon film. Qu'est-ce que tu en penses, Alistair, toi, de La vie est belle? J'ai pas vu. Alors, je dis pas ça pour botter en touche, je n'ai pas vu ce film. Tu as bien fait, Jean. Je disais à Alistair que vous avez titré dans Schnock le passage sur la traversée de Paris, l'autre voyage au bout de la nuit. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et c'est vrai qu'il y a presque quelque chose de célinien dans cette ambiance de film. Oui. Bah, Marcel Aimé était très proche de Céline, ça je le dis pas dans le papier, mais bon, j'imagine que il n'y a pas besoin de vraiment le dire, même si c'est important. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein, c'est la rue de Pic. Rue de Pic? Vous m'aviez dit rue du Temps. Ouais, bah ça fait pas une grosse différence. Deux bornes. Il y a un côté déambulatoire. C'est pas un road movie, mais c'est un road movie urbain en fait, hein, c'est une déambulation. C'est incroyable quand on pense au dispositif en fait. C'est quasiment, ça dure 1h22, 23. C'est deux mecs qui marchent dans Paris quoi. Voilà, ça tient à un fil quoi. Hein. Oui, mais très court. Attends, il y a toute une catégorie de films qui tout à coup sont devenus grandioses parce que tu as un fond comme la guerre derrière. Je te parle de Cabaret même. Quand tu as Liza Minnelli, il est là avec le petit chien là. Quand tu as Liza Minnelli et son partenaire qui sont là avec leurs pauvres histoires sentimentalo, etc. Mais que derrière, il y a les Allemands. C'est pareil, même un film comme Le Guépard. Le Guépard, tu as la guerre entre la Sicile et l'Italie qui fait que la traversée de Paris, c'est pas seulement un road movie, c'est un road movie avec les Allemands dans la rue. Tu te rends compte? Et c'est pour ça qu'il y a une scène formidable. C'est quand tout à coup, Gabin se trahit de nouveau comme un type de la haute. En parlant allemand à Bourvil, alors que Bourvil ne comprend pas comment ça se fait qu'il parle allemand. Tout à coup, il dit « C'était de l'allemand? Ouais. Tu sais l'allemand? Bah tu vois. Tout ça, c'est très fort. Mais il récite même un poème de, je sais pas, c'est de Goethe ou... Goethe! Nein. Corneille. Bravo, quelle culture générale. Il appelle un copain en lui disant « Excuse-moi, mais ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich dort raus. » C'est de qui ça, déjà? C'est bien de Heine, hein? Je peux pas me rappeler. Et tu as l'autre con qui est là au milieu des tableaux. C'est à ce moment-là qu'il le poignardait. Non, c'est la femme de Bourvil qui l'entend et qui dit à Bourvil « Sauve-toi, ce type est avec les Allemands, quoi. » Ah, c'est ça, ouais. Alors dans les trivia, il y en a une qui m'a amusé, c'est qu'ils ont utilisé 8 cochons, tu sais, pour l'extraordinaire scène de ce cochon qu'on abat au début. Et ils ont été obligés d'abattre les cochons le soir même. C'était ce qui était arrivé également dans les bronzés fonds du ski. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec Copain, le cochon, tu sais, parce que j'ai appris, c'est Jeff Domenech, que je salue au passage, qui nous avait appris que quand un cochon est avec traîne trop avec les êtres humains, après il se fait dévorer par ses congénères, il n'est plus accepté par les autres cochons. Mais bouffez-le, moi je sais pas vous dire, mais bouffez-le! Allez hop, mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le! Et c'est pour ça que Ned Beatty sur Délivrance, après avoir fait le cochon avec avec les rednecks, s'est fait tuer aussi le soir même. C'est pour en arriver là, petit malheureux. Pardon. Mais donc le film est tourné en noir et blanc pour des raisons financières, parce qu'ils autorisent Ottonara à faire son casting, à choisir Bourvil, mais il est obligé de faire le film en noir et blanc, ce qui permet d'économiser 50% du budget. Mais je trouve que ça donne un cachet. En même temps, ce qui est totalement génial, parce que j'imagine pas une seconde ce film en couleur. Donc, Exactement, et ça donne. C'est comme les news de l'époque, parce que tu as vu au début, il y a des espèces de stock shots de news de l'époque, au début et à la fin du film, comme un serre-livre. Et en fait, c'est comme La Nuit du Chasseur ou Psychose ou À bout de souffle, qui sont des films qui ont été tournés au moment où la couleur existait déjà, mais ça leur donne un cachet particulier qui fait que ça ne serait pas du tout le même film en couleur, effectivement. Mais Orson Welles disait, si tu veux ton film ait l'air d'un chef-d'œuvre, tourne-le en noir et blanc. Bonjour. Ouais. C'est pas bête. C'est moi Orson Welles. C'est pas bête. Il y en a qui ont essayé, ils se sont plantés quand même parce que le film était pas bon. C'était en noir et blanc, mais c'était pas bon. Mais je suis d'accord. En couleur, je vois pas du tout La Traversée de Paris.
D'autant plus, c'est presque un film de nuit tout le temps. La lune, il manquait plus que celle-là, tiens. Pour terminer avec un dernier jeu de mots pourri pour vous faire plaisir. S'il te plaît. Vous savez comment s'appelle l'avion des Allemands? C'est le Fokker. Et leur flingue, c'était le Moser. C'est Moser Fokker. Oh ouais, je crois allez, au revoir, merci. On a perdu Alistair, merde. C'est trop beau, il faut finir là-dessus. C'est le pack shot. C'est putain vendu. Non, mais pour continuer avec des films en noir et blanc qu'ils auraient pu être en couleur, t'as Docteur Folamour aussi, qui a ce côté dramatique avec la bombe atomique et cet humour extraordinaire avec Peter Sellers, c'est une espèce de Louis de Funès anglo-saxon, et ça donne à côté les news de l'époque, je trouve, et ça fait ça a une couleur, enfin, sans m'obliger. J'ai une dernière histoire sur Autant Lara, si vous voulez, qui m'a été racontée par Jacques Balutin. Balutin jouait dans un film qui a été une catastrophe, qui s'appelait Les Patates, quand on Lara a tourné. Il m'a dit, il est à côté de la caméra, et pour nous diriger, il crie, parce qu'il était un peu sourd. Ce qui fait que tu as à dire un truc dans le genre, quoi. Moi j'aime bien peler les pommes de terre le dimanche. Il disait, j'aime bien peler les pommes de terre le dimanche. On n'entendait que lui. C'est incroyable, un type qui dirige en criant quasiment, tu vois. Et c'est ce que m'a raconté un acteur. Donc, mais c'était un personnage. Tu sais, Autant Lara était un homme qui s'est signalé par ses positions d'extrême droite, et il a été très, très, malheureusement, parce qu'il avait beaucoup de talent, ensuite très critiqué à cause de ça. Hein. Regarde-moi ça. Oh, ça saigne même pas. Quoi? Ça saigne en dedans? Putain de métier, hein. Pour revenir à Bourvil, avec ce numéro donc de Schnock, moi je trouvais que Bourvil c'était quand même presque un ancêtre d'un De Niro ou d'un Pacino, c'est-à-dire un type normal qui devient une star, alors que physiquement il ressemble pas, il n'a pas les canons de beauté justement. Et, chérie, Qu'est-ce qu'il y a? t'as vu la gueule du type? Il est marrant. De Niro, on va pas faire un concours, mais bon, De Niro est un tout petit peu mieux que Bourvil quand même physiquement, hein, je parle. Hein. Non, mais ce sont des gens plus ordinaires que les Clark Gable ou les Gregory Peck ou les Charlton Heston qui ont précédé, si tu veux. Oui, mais De Niro ni Charlton Heston n'ont dit « Je suis pas bête, hein ?» Aucun des deux. Non, mais Bourvil, moi, il y a un truc quand même fascinant chez Bourvil et que n'a jamais eu De Funès, par exemple, c'est quand même, dès qu'il se met à être dramatique, il est hyper crédible et très bon, quoi. Hein. C'est une évidence à le répéter, mais... Et d'ailleurs, ça se voit, on en parlait avec Jean, dans ses chansons notamment, peut-être au cinéma, peut-être moins, mais dans les chansons, c'est vraiment... c'est à chaque fois, dès que les chansons sont un peu tristes, c'est la larme à l'œil immédiate, quoi. Hein, Absolument. Oui, et dans le cercle rouge, qui est un film totalement noir... Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Je pense, à condition de voir, et si vous n'êtes pas trop pressé. Il joue ce rôle de flic, seul, avec ses chats. Bonjour Fiorello. Il était déjà très malade à l'époque. Bonjour Fred. Bonjour ma chérie. Tu dors? Et il n'y a pas plus triste que le personnage. Il n'y a pas un moment où tu as envie de sourire quand tu le vois. Hein. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est très, vrai. Très... Ouais, mais ces chansons sont bouleversantes. Effectivement, certaines de ces chansons, c'est le clown qui, après avoir fait beaucoup rire, joue du violon. Et ça, c'est typiquement Bourvil. Et d'ailleurs, à propos d'instruments de musique, on le voit jouer de l'accordéon dans La Traversée de Paris. Tu vois, justement, quand on tue ce cochon pour couvrir les bruits du cochon, il se met à jouer de l'accordéon et c'est une grande scène, ça aussi. C'est un film magnifique, écoute. Hein. J'ai dû le voir 3-4 fois, moi. Ouais, et très moderne, très moderne. J'étais frappé à quel point il jouait moderne, il joue vite. Et ça n'a pas ce côté lourd et démodé de certains films de la même époque. Là, tu peux le revoir et il n'a pas pris une ride, quoi, vraiment. C'est 56, hein, c'est-à-dire, je dis dans mon papier, à part Clouseau, on va dire, le cinéma français, et Becker ou De Coin, bon, voilà, mais la grosse partie du cinéma français à l'époque est quand même très, très moyenne. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Et là, tu sens tout de suite que ça vieillit très très bien parce que le niveau est très élevé. Hein. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des loups. Des loups à Paris, tu te fous de moi, non? Moi, j'ai trouvé que c'était un film très animalier, comme certains grands films. Tu sais, dans La Nuit du chasseur, quand ses enfants descendent la rivière, on voit des araignées, des tortues, etc. Et là, il y a des loups. On est à côté du jardin des plantes. Ils sentent la viande. Il y a des chiens, il y a un cochon. Donc, tu as cette ambiance d'animaux aussi dans le film. C'est les rognons de porc. Il y a la faim pendant la guerre, c'est fantastique comme c'est fait. Voyez-vous, le rognon de porc, ça vaut pas le rognon de veau.
Et ces gens crèvent de faim, en fait. Hein. Une des premières scènes où il se rend compte, où il y a tout ce truc autour des rognons. Incroyable. On se rend compte que c'était, en effet, c'est hyper rare pendant la guerre, mais il y a tout ce truc autour de la... Il y a même une femme, une réplique qui passe un peu comme une lettre à la poste. Où est-ce qu'ils sont les rognons maintenant? Ce sont les Allemands qui les prennent, naturellement. Ils ont bien le droit. Aux vainqueurs, les rognons. Ils parlent tous des rognons et il y a une vieille dame, une vieille fille, seule à la table du restaurant qui dit... Moi, ce que je voudrais manger maintenant, c'est du rognon d'homme. C'est vrai, c'est étonnant ça, effectivement, du cannibalisme tout d'un coup. Et il y a un truc que je connaissais pas qui a dû être difficile pour toi, papa, à vivre, c'est qu'il y a des pancartes avec marqué dans les bars « Jour sans alcool », t'as vu? Le type s'approche du comptoir, il me demande un calvin. Je lui dis non, c'est jour sans. Pourquoi tu vas faire de moi un pochetron? Pardon. C'est pas du rhum que vous avez là? Écoute, on est ici pour travailler. Si le patron va te payer le coup, il est assez grand pour le faire, non? Oui, mais il n'y pensait pas. Bon, bah servez-vous et perdons pas de temps. Non, mais c'est vrai, donc je savais pas que tout d'un coup, il y avait des jours où ils n'avaient pas le droit de servir d'alcool. Et non, bah alors je voudrais te répondre à ce que tu viens de dire, mon fils. Que devant le truc que tu as mis derrière toi, là, on a l'impression que tu es un des morceaux de ce cochon. Ça touchait. Touché. Mais c'est une fantastique lumière et un fantastique décor. On n'en a pas parlé de Max Douy, qui, comme on est beaucoup en studio, donne une ambiance presque onirique au film. On parlait de La Nuit du Chasseur, mais il y a des moments où c'est théâtral et c'est mieux que si ça avait été fait entièrement dans la rue. Et il y a un côté expressionniste allemand qui va bien avec cette période de l'occupation, mais qui fait qu'effectivement, c'est très poétique presque comme ambiance, je trouve. Je n'ai rien à rajouter à cette magnifique. Ouais, moi aussi, tu m'as rendu muet, là. En parlant d'expressionnisme. Tu peux nous refaire le motherfucker, là? C'est le moment, ouais. Bien, merci mes cinébuddies pour cette extraordinaire traversée de Paris. Grosse malheur, la guerre. Alistair, bravo et merci, c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir dans le show. Moi de même. Et je ne saurais que trop recommander le dernier numéro magnifique de Schnock, donc spécial Bourvil, dans toutes les bonnes librairies depuis hier. Voilà, Alistair nous le montre. Extraordinaire couverture avec son bouquet de fleurs, j'adore. Donc, précipitez-vous pour l'acheter. Papa, je te le montrerai, il est vraiment formidable. Oui. Une vraie mine d'or pour les fans de l'acteur et tous les autres, donc dans toutes les bonnes librairies depuis le 6 décembre. Papa, merci d'être venu nous parler d'une grande comédie et une buddy story qui n'est pas de toi pour une fois. Donc merci beaucoup. Je le regrette, crois-moi. Hein. C'est vraiment un des films que j'aurais aimé avoir fait. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et likez, souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque week-end une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, puisqu'en France, tout finit par des chansons, Alistair, toi qui es un vrai chanteur, si tu veux te joindre à moi. La tac-tac-tic du podcasteur, c'est d'être toujours là quand on s'y attend pas. Là, vous imitez bien, dans ma famille, vous imitez bien Bourvil, là, il y a un truc là. Pas mal. Il y a un pas mal du tout. Pas mal du tout. Salaud de podcasteur, tu l'as dit.